Bonjour à toutes et à tous. Je pense que ça fonctionne. Alors, excusez-nous pour le retard. On a Loïc Stéphane qui a un petit problème pour se connecter et Tristan Lecomte qui est en Thaïlande, qui vient de subir une tempête et qui a un problème d'électricité. Donc, il va essayer de nous rejoindre avec son téléphone portable. Mais voilà, bon, on est ravis de vous accueillir pour cette première session en discussion. Donc, on est avec Laure Noala. Laure, bonjour. Merci beaucoup d'être là. Avec Paul Jorion. Bonjour Paul. Bonjour. Donc, on est parti pour 1h30 de discussion. On va commencer par essayer on va vous demander comment vous ressentez ce moment particulier par rapport à la pire excuse que vous aviez évoquée dans notre campagne. Et donc, je vais remettre votre pire excuse. Laure, on va commencer par toi. Et voilà, qu'est-ce que ça vous fait? Est-ce que ça l'intensifie? Est-ce que ça l'amoindrit? Quel impact de ce moment très particulier sur notre pire excuse? Et hop, je la partage avec vous. Alors, ma pire excuse, ouais, la voilà, c'était, mais quel était l'intérêt de nous sauver puisqu'on voulait même pas être sauvés. Alors, bon, quel intérêt de nous sauver? Ça, c'est une question qu'on peut se poser avec ou sans Covid. De toute façon, c'est une vraie question existentielle. Maintenant, on ne voulait même pas. Moi, ce que j'aime bien dans le Covid, c'est qu'il y a une sorte de mobilisation générale. Après, on peut voir si c'est une bonne mobilisation et pour un bon objectif. Mais ce que ça a changé, c'est qu'en fait, finalement, je me suis rendu compte que pendant des années, sur les questions de crise écologique majeure, de destin de l'humanité, de conditions de vie qui allaient changer pour les humains, alors que ces conditions de vie ont été stables pendant 10 000 ans et maintenant, voilà, elles sont en train de basculer. Est-ce que les sociétés humaines complexes pouvaient encaisser le choc? Je suis pas toujours sûre de ça. Mais ce que je sais, c'est que maintenant, oui, il y a quand même pas mal de gens qui aimeraient bien être sauvés, en fait, et qui se rendent compte. Alors nous, on criait pas mal dans le désert pendant des années, et puis maintenant, le bruit, le brouhaha est assez assourdissant maintenant. Il faut, tout le monde sait quoi faire, quoi. Et ça m'inquiète un peu. J'essaye d'être aussi confinée. Alors, je suis pas très confinée physiquement puisque j'ai la chance de vivre à la campagne, mais de me confiner intellectuellement pour essayer d'écouter un peu le silence, le temps d'arrêt. J'ai l'impression que tout le monde s'affole, mais à l'arrêt. Et en fait, la vraie question qui se passe maintenant, enfin, c'est quelle bifurcation prendre, à quel rythme et quelle intensité. Et ça, je trouve que c'est plutôt super intéressant ce qui se passe en ce moment. Mais attention au trop plein de bonnes idées, de bonnes. Voilà, j'ai l'impression qu'on est encore dans une gestion de crise un peu maladroite, pour le moins en tout cas. Et voilà. Et après, je pourrais en dire beaucoup plus sur mon ressenti sur ce virus, quoi, qui n'est finalement qu'une première étape. De mon point de vue, c'est une des déflagrations à venir. Il y en aura d'autres beaucoup plus puissantes. Je sais pas si les personnes qui nous regardent ont vu pas mal le film Contagion. Je crois que ce film a cartonné sur les dernières semaines. Tout le monde s'est mis à le retélécharger, à le revoir ou à le voir pour ceux qui l'avaient pas vu. Et c'est quand même un virus qui a de la gueule dans Contagion. C'est-à-dire, il tue des millions de morts. Là, il tue des millions de personnes. Là, on a quelque chose assez sélectif, assez sympa quand même. Je dis pas ça pour ceux qui travaillent, qui luttent contre, etc. Mais je dis ça parce que il s'attaque pas aux enfants de moins de 10 ans, hein, en majorité. Il y a des histoires, phénomènes de comorbidité. Il touche un peu tout le monde, mais beaucoup plus les personnes âgées. Et puis finalement, il tue beaucoup moins qu'il ne touche et contamine. Donc voilà, on a quelque chose d'assez compliqué à gérer, mais dans les années qui viennent, dans les enchaînements qu'on peut avoir, ça peut être beaucoup plus grave que ça. Voilà. Donc je vous livre en vrac plein d'os à ronger, quoi. Merci beaucoup, Laure. En effet, Paul, je vais partager également ta pire excuse. Comment tu réagis par rapport à ça? En fait, j'avais choisi la meilleure pour pouvoir parler de l'époque qui est maintenant. Hein. Alors, on va la voir apparaître.
On était trop occupés et à part des gens comme nous qui sommes plus occupés que d'habitude parce que nos vidéos sont voient 10 fois plus ou 100 fois plus qu'en temps ordinaire, qu'on nous invite à parler partout. La plupart des gens sont moins occupés, bien entendu, parce ils sont confinés parfois dans dans des contextes extrêmement difficiles, parce que les logements ne permettent pas de rester comme ça indéfiniment avec des familles importantes à l'intérieur d'un espace confiné. Mais sinon, non, on n'a plus l'excuse de dire bon, on n'avait pas le temps. Mais pourquoi est-ce qu'on n'avait pas le temps? Et là, il faut revenir un peu en arrière. Moi, j'étais gosse dans les années 50. Dans les années 50, on nous parlait de l'an 2000. Et on nous disait la chose suivante, il y aura des robots qui travailleront pour nous, on n'employait pas le mot logiciel, mais enfin on le laissait entendre, il y aura des machines d'une certaine manière qui feront toutes les tâches qui sont les nôtres. Et on irait, on se promènerait tout le temps, chacun pourrait se consacrer au talent qu'il a de bricoleur, d'artiste d'une manière ou d'une autre. On se promènerait en permanence avec les enfants à la campagne, on profiterait du fait que que la nature est autour de nous. Et ça n'a pas eu lieu. Et pourquoi est-ce que ça n'a pas eu lieu? C'est parce qu'on a oublié qu'on était dans un système capitaliste et que tout le monde ne bénéficierait pas du progrès de la robotique, du logiciel et tout ça. L'argent que produiraient les machines, il irait aux propriétaires des machines. Si bien qu'on avait imaginé cette espèce d'utopie d'un monde où on serait libéré entièrement du travail, et on est libéré entièrement du travail, mais que tout le monde pourrait en profiter. Il y avait cette idée qu'on partagerait le bénéfice commun, et on l'a pas fait. C'était là en arrière-plan. On pouvait se deviner, en fait, que ça n'aurait pas lieu. Ça n'a pas eu lieu, et en fait, on se retrouve dans la situation maintenant, où on doit toujours travailler davantage, ou quand il y a une crise récente des gilets jaunes, des gens qui commencent à en avoir ras-le-bol véritablement, on pose la question fin du mois, fin du monde, et pourquoi les gens ne se préoccupent-ils pas assez de la menace de disparition entière, de l'extinction de l'humanité, parce qu'on est obligé d'avoir le nez dans le guidon et d'essayer de faire un peu d'argent pour la fin du mois. Tout ça simplement parce qu'on a oublié cette chose qui est que la distribution de la richesse, elle n'est pas égale, elle n'est pas faite comme il faudrait le faire. Moi, j'étais il y a quelques années, c'était au Havre, c'était une réunion qu'avait organisée Attali, et on avait Joseph Stiglitz, prix Nobel d'économie, qui était là et qui nous disait, l'année dernière, les 1% les plus riches, quelle part de la croissance ont-ils obtenu pour eux? Et les gens répondaient dans la salle 75%, 80%, etc. Et il a répondu 105. 105. Il y a 5% en plus qui ont été pris chez les gens qui avaient déjà reçu de l'argent auparavant, qui ont été pris par ce 1%. Alors quand on nous dit il faut de la croissance absolument, mais quoi? Pour donner encore davantage d'argent à ces gens-là? Voilà dans la situation dans laquelle on est. D'accord. Merci Paul. Est-ce que Loïc nous a rejoint? Paul, attendez, parce que moi, son excuse à Paul, c'était on était très très occupés. Moi, il me semble qu'on est quand même toujours occupés. Je parle pas des gens confinés. Je connais pas mal de gens confinés qui travaillent encore quand même, mais on est quand même encore très occupés. D'ailleurs, ce qui préoccupe et occupe ceux qui nous gouvernent pour la sortie de crise, ça va être une sorte de retour à la normale par un passage par une forme de récession violente, et ne va-t-on pas resservir les mêmes occupations, les mêmes préoccupations? Là, on parle déjà de l'avenir, mais c'est là qu'on en parle, c'est-à-dire c'est la question qu'on résoudra à la fin de l'entretien. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Ce qu'il faut faire maintenant, je peux le dire à l'avance, et ce sera la surprise pour personne. Il faudra faire que ce qui est négatif dans la situation actuelle, par exemple nos libertés qui sont restreintes, qu'on puisse renverser la situation. Mais pour tout ce qui sera un retour à ce qu'on espérait d'une certaine manière, comme le retour de l'État-providence, il faudra qu'on soit là et qu'on ne soit pas roulé comme on l'a été pour ceux qui étaient là, qu'on ne soit pas roulé comme on l'a été en 2009, où on nous avait dit plus rien ne sera comme avant. Nous les dirigeants, nous avons compris la leçon, etc. On sait ce qu'il faut faire. Souvenez-vous du discours de Toulon de M. Sarkozy. Et puis
ça a été entièrement mis entre parenthèses parce que il a fallu retravailler, parce qu'il y avait une récession, qu'on avait de nouveau le nez dans le guidon. Là, il faut qu'on soit absolument prêt que quand ça se termine, et ça va se terminer sur une certaine période, ça va pas être du jour au lendemain, qu'on soit là et qu'on dise, écoutez, vous nous avez promis ceci, cela, et on était d'accord, il faut absolument que maintenant vous le fassiez, et nous allons faire, même au prix de la désobéissance civile, en sorte que vous le fassiez comme vous avez promis de le faire. Donc là, pour toi, on est en train de vivre, c'est quoi? C'est un épiphénomène, c'est une petite crise, c'est quelque chose qui va engendrer quelque chose de profond au niveau politique, au niveau organisation sociale. Non, le problème qu'on a maintenant, c'est que, et ça c'est toujours, quand vous regardez par exemple, je sais pas, le journal la chronique d'un bourgeois parisien quand il y a la peste autour de lui à Paris et qu'il regarde par la fenêtre, c'est que dans une époque, et c'est ça que dénonçait Hegel en disant personne ne comprend l'époque dans laquelle il est, on ne comprend pas au moment même. Et pour le moment, nous ne réalisons pas la gravité de ce qui est en train de se passer. Si vous regardez la Bible, les trucs du Moyen-Âge, etc., une épidémie, ça s'appelle un fléau, et c'est un truc que Dieu nous envoie et pour lequel on n'a pas grand-chose à pouvoir faire pour pouvoir répondre. Alors on nous dit oui, on aurait pu se préparer davantage, bien entendu, mais c'est un fléau, c'est un truc qui est, c'est d'une dimension extraordinaire. Alors le problème qu'on a eu, c'est des gens qui nous ont dit oui, c'est une grippette, etc., c'est pas si grave que ça. Non, c'est pas une grippette, c'est une pneumonie, et en plus, on le voit maintenant, c'est une pneumonie qui a des conséquences sur le système cardiaque, qui a des conséquences dermatologiques, etc. On ne sait pas à quel point ce truc était une saloperie, mais c'est une saloperie. Et quand on voudra en sortir, là, on s'apercevra de la dimension véritable de ce truc-là. C'est un truc très, très difficile à maîtriser. Non, c'est quelque chose d'extraordinaire dans l'histoire de l'humanité. Il y a eu des pandémies, bien entendu. Il y a la peste de Justinien a tué la moitié des gens. Bon, on n'en sera pas là. On parle de 5%, peut-être un peu plus, etc. Mais regardez dans quel état ça nous met. Et c'est une tragédie. On nous dit oui, mais... Non, c'est pas le virus qui nous met dans cet état. C'est la gestion du virus qui nous met dans cet état. Le virus en tant que tel est peut-être une saloperie, mais enfin, j'aimerais rappeler quand même que 4 personnes sur 5 s'en sortent de manière asymptomatique et une personne sur 5 vit un véritable combat de boxe pendant 15 jours et dans ces 1 personne sur 5, il y en a moins de la moitié qui part malheureusement. Après, la question que ça a fait surgir, quand tu demandes, Grégory, est-ce que ça va être une bifurcation, un vrai moment différent? Effectivement, les historiens te disent qu'on ne conjugue pas l'histoire au présent et on la conjugue certainement pas au futur. Donc, on va attendre, on va voir. N'empêche que les décisions, elles sont prises maintenant. Et les décisions sont prises maintenant avec les éléments qu'on a. Et les éléments qu'on a, c'est quoi? C'est la seule solution qu'on a, c'est soit on a un respirateur pour sauver les gens les plus gravement atteints, soit on a le confinement. Donc c'est quand même, et on n'a pas encore de médicaments ni de vaccins, on n'a même pas les tests pour savoir quoi ou qu'est-ce. Donc c'est pas le virus qui nous met à terre, c'est la façon dont on doit le gérer pour l'éviter. Et puis tout le monde parle de 2009. Moi j'aimerais qu'on reparle de la canicule de 2003. Souvenez-vous, à l'époque j'étais à Libé, du 6 au 8 août 2003. 14 800 personnes sont parties en 3 jours. Et déjà, à l'époque, on nous alertait sur le fait que le système de soins français, notamment les urgences, etc., était complètement sous-doté en termes de moyens. Et puis, ça fait des années, d'ailleurs, que l'hôpital est sous-doté et que les services publics du soin sont sous-dotés et qu'on taille dans leur budget, etc. Donc, bon, là, je n'annonce rien de scoopique, mais ce qu'a fait sortir ce Covid pour moi dans mon coin, où on avait commencé à mettre en place un système un peu de reliance entre les différents acteurs, de résilience. Je suis dans Lyon, mais il y a aussi l'Auxerrois et la Puisaye. On s'est réunis depuis le mois de mars 2019 et maintenant, on a une petite constitution d'à peu près 90 personnes. Je vous raconte pas comment l'entraide fonctionne à fond les ballons et comment moi ça m'a conforté dans l'idée que c'est ce qui reste à la fin, c'est comment on s'aide, comment on a envie de s'aider, comment on se rend des services, comment on se met à disposition des uns et des autres pour amener des repas, chercher des paniers et essayer d'éviter que tout le monde soit dehors.
J'ai vu, je sais pas combien de personnes ici qui s'en fichaient il y a pas longtemps, lancer les semis, faire des trucs de permaculture alors qu'ils ont des petites cours, défoncer des cours pour à la fois faire des buts. Enfin, je sais pas. Alors d'accord, c'est épiphénoménal, mais moi, dans ce que je regarde, plutôt que de pouvoir savoir ce qui se passe au niveau macro, je regarde ce qui se passe au niveau micro et local, et je constate quelque chose d'assez vivifiant, qui active. En fait, on attendait finalement cette claque, parce que cette claque, qui est encore assez douce par rapport à ce qui pourrait arriver, elle nous secoue, quoi. Enfin, ça elle nous accélère. Secoue. Hein? Elle accélère les mouvements qui sont elle déjà... active certaines personnes qui, je connais ici par exemple des groupes de tiny housers qui étaient là, un peu aigres finalement, parce que ouais, nous on pense ça, personne nous croit, on nous prend pour des fous, etc. Résultat des courses, ils sont finalement les mieux lotis. Ils font l'école à la maison depuis un moment, ou alors ils s'y mettent là de manière forcée et ils se disent que finalement c'est pas plus mal. Tu fais autant l'école à la maison en plantant des graines de tomates avec tes enfants que tu fais l'école à la maison en ayant des règles d'arithmétique et de géométrie. Bref, tout ça pour dire qu'il y a quelque chose, à la fois oui, des gens sont hyper activés, des gens sont enfin, comment dire, alignés quoi, avec ce qu'ils pensaient, et finalement c'est le monde qui se met à leur diapason de pensée, plutôt que eux qui se mettaient au bord du monde en disant moi je vais faire de mon côté, et je vais faire de mon côté, et j'ai un peu d'aigreur par rapport au monde. Et là il y a quelque chose qui est activé quand même dans tous ceux qui avaient commencé une bifurcation, une longue bifurcation intime personnelle, et là finalement ça vient conforter chacun dans ses idées, et ça vient même accélérer, comme tu dis, ceux qui se disaient mais est-ce que je quitte Paris, est-ce que je quitte la grande ville, est-ce que je quitte ceci, cela, est-ce que je quitte mon métier qui sert entre guillemets à rien, est-ce que je retrouve l'essentiel? Finalement c'est ça la grande leçon, et waouh, j'ai que ça autour de moi, donc peut-être que j'ai un prisme et un biais comme ça, une bulle de filtre, mais moi elle me fait du bien cette bulle de filtre, voilà, parce qu'il y a finalement beaucoup de gens qui demandaient qu'à être activés. C'est un peu allumer la mèche de l'action, ce truc. Oui, et puis je pense qu'on prend des décisions souvent sous l'effet de choc, de trucs que tu vois pas venir, qui t'arrivent dessus. Ça peut être un choc émotionnel, ça peut être une contrainte comme aujourd'hui. Et moi, de mon point de vue, je pense qu'en effet, tous les gens qui sont dans une transition peut-être assez lente, ça va pouvoir peut-être activer des choses. Moi, je le ressens comme ça. Paul, quel est ton regard là-dessus? Ben moi, j'ai le sentiment que non, qu'il ne faut pas minimiser. Bon, c'est une question de gestion, bien entendu. Mais moi, j'ai travaillé dans la finance pendant 18 ans, et je sais que bon, pour avoir été parmi les gens qui ont vu venir la crise des subprimes, j'ai vu aussi que devant des catastrophes, ce que Taleb appelle des signes noirs, il n'y a pas la possibilité de véritablement prendre toutes les précautions qui seraient nécessaires, qui feraient qu'au moment où ça arrive, on soit absolument prêt. Parce qu'il faudrait intégrer la possibilité d'aller détruire un astéroïde qui viendrait vers nous, etc. Des hypervolcans, etc. Il faudrait qu'on ait des abris pour tous les hypervolcans, etc. Non, il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'inhabituel. Il est possible que par notre destruction de la biodiversité, par tout ce que nous faisons pour dégrader l'environnement, parce que nous épuisons la nature autour de nous, que des épisodes de ce type-là deviennent de plus en plus fréquents. Et effectivement, si on a maintenant du confinement avec une canicule qui vient au même moment, alors là, ça va être l'hécatombe où les gens vont sortir et ils vont relancer, bien entendu, l'épidémie. Donc, il y a le fait que nous vivons dans un monde naturel où il y a des trucs qui se passent, que parce que nous avons dégradé tout l'environnement autour de nous, ça devient de plus en plus pressant, et ça fait partie de cet effondrement généralisé qui risque de se produire. Parce qu'on le voit bien, on a une épidémie et on pense aussi à des crises économiques, etc. Non, l'épidémie va provoquer une crise économique. La crise économique va encore produire peut-être un effondrement de la finance, et ainsi de suite, et du système monétaire international, et ainsi de suite. On est dans les premières phases, on est dans le piémont d'un grand effondrement
que certains d'entre nous annoncent depuis pas mal de temps et qui risquent de se produire. Pourquoi? Parce que notre espèce a dépassé ce que les biologistes appellent la capacité de charge de l'environnement, la capacité pour la nature autour de nous de supporter une espèce comme la nôtre, et on le voit bien. Aussitôt que nous tombons malades, toute la nature autour de nous se rétablit. Voilà, elle reprend sa santé. Les joggeurs, maintenant, ils peuvent courir autour de nous avec un ciel bleu, sans particules dans l'atmosphère. Le chiffre qu'on donne pour la Chine, 3300 morts. Sur cette période où il y a 3300 morts du Covid-19, 51 000 enfants ne vont pas mourir du fait de la pollution. C'est-à-dire que le bilan est positif. Ouais. Quand nous sommes malades, la planète récupère. C'est ça le grand paradoxe, et c'est ça le grand danger devant lequel on est. Et il faut qu'on trouve la solution à ça. Sinon, non seulement on est mort, mais on emmène tout le vivant autour de nous. Pas les araignées, les scorpions, mais on emmène le vivant tout autour de nous dans notre perte. Je trouve que c'est pas un paradoxe le fait que quand on soit malade, que l'ensemble du vivant récupère. Au contraire, je trouve que c'est un juste retour des choses. C'est pas vraiment un paradoxe. C'est Dieu qui nous impose ça. Non, il n'y a pas de Dieu qui nous impose des trucs. Mais voilà. Mais où sont Loïc Stéphan et Tristan Lecomte? Tristan Lecomte est en train de vivre un vrai effondrement en Thaïlande, en fait. Alors visiblement, oui. Et Loïc Stéphan, il a une connexion qui s'est effondrée, hein, apparemment. C'est pas grave, hein, on va continuer tous les quatre. Hein. D'accord. Par rapport à nos combats chacun, donc qui sont globalement d'ordre assez environnemental, qu'est-ce que vous pensez qu'on puisse tirer comme enseignement de ce moment de mobilisation, alors mobilisation un peu forcée, hein, pour nous, hein, mais quels sont les ressorts pour vous qui font que on a quand même une réaction politique notamment qui est rapide, alors plus ou moins rapide, on peut bien sûr critiquer certains gouvernements, massive. Écoutez, moi là, je pense qu'il faut un peu, regarder. D'abord, on est assez grand et assez vieux dans le domaine pour savoir qu'à chaque fois qu'il y a eu des crises et des petites ruptures, ça s'est pas vraiment réorienté comme on l'aurait souhaité. Même si l'histoire, entre guillemets, avec un grand H, nous donne raison. Par anticipation plus. Moi, je sais pas. Je sais qu'il y a 3 moments dans l'histoire de l'humanité du XXe siècle où il y a eu une chute, et du XXIe où il y a eu une chute des émissions de CO2. C'est donc la crise du pétrole en 1980, l'effondrement du bloc soviétique au début des années 90, la crise de 2008-2009. D'ailleurs, c'est ce qui nous a coûté le sommet de l'ONU sur le CO2, la COP de Copenhague, la COP 19, il me semble. On n'a pas eu d'accord à Copenhague qui devait suivre Kyoto, qui devait remplacer Kyoto parce que la crise de 2008, il fallait sauver les banques avant de s'occuper de sauver le climat. Et là, ce Covid, effectivement, comme le disait Paul, alors, ce qui s'est passé en un mois en Chine, c'est que je crois on a vu une chute des émissions de CO2 qui sont l'équivalent du tiers ou de la moitié des émissions de CO2 de la France en un an. Donc c'est quelque chose d'absolument énorme. Mais moi je ne doute pas une seconde. Qu'est-ce qui se passe au niveau, que ça va repartir. À chaque fois il y a eu des envolées d'émissions de CO2. Puisque notre combat, moi le mien, il est principalement environnemental. Je n'ai pas vu une seule fois. Je n'ai pas entendu une seule fois au sommet de l'État, ok, on monte un comité Théodule transdisciplinaire et on essaye de mettre sur la table toutes les autres options. Les autres options pour une reprise, j'entends beaucoup de commentateurs parler de ça. J'entends beaucoup de commentateurs qui d'ailleurs se foutaient royalement de l'environnement et qui maintenant sont au pied du mur. Donc j'ai l'impression que c'est en train de, par capillarité, de... Je n'entends pas... j'entends, on va sortir la planche à billets pour sauver les entreprises, on va aider les familles super précaires, d'accord, c'est super, mais le problème c'est qu'on n'est pas en train de réorienter ou de penser une quelconque réorientation de nos activités de production. D'ailleurs, je pense que tous ceux qui sont plus ou moins là ont dû voir le questionnaire
Vous savez, il a écrit un texte sur finir les gestes barrières au niveau économique et tout, et ça se termine par un questionnaire avec 5 questions qu'il est très intéressant de faire en soirée confinée avec ses amis et dont les réponses peuvent être confrontées. Quelles sont les activités qui sont à l'arrêt et qui ne nous manquent pas? Quelles sont les activités qui sont à l'arrêt mais qui nous manquent? Qu'est-ce qu'on a envie de faire pour tous les métiers qui sont donc à l'arrêt et qui ne nous manquent pas? Je vais pas en citer pour énerver tout le monde, mais je sais pas, par exemple, quelqu'un qui a une onglerie. Bon, bah moi, dans le futur, l'onglerie, elle me sert absolument à rien. C'est pas que je veux foutre la nana qui fait l'onglerie au chômage, mais qu'est-ce qu'on peut faire d'une activité comme ça, superficielle et légère, dans le monde de demain? Alors évidemment, après, vous avez d'autres choses beaucoup plus polluantes que les ongleries, évidemment, mais c'est un exemple pour rigoler, mais n'empêche que c'est ça les vraies questions qu'il faut qu'on se pose et qu'on se les pose au niveau, je sais pas, national, etc. La Convention citoyenne sur le climat a sorti quelques petites propositions, il n'y a rien d'extraordinaire, quoi. Ben, je sais pas, je me dis qu'on n'est pas en train de bifurquer. Ouais, je vais dire quelque chose. Il y a 1 an et demi, on m'avait demandé de faire un séminaire sur déclarer l'état d'urgence pour le genre humain. Alors j'ai fait ça, et puis j'ai eu la chance qu'il y ait un jeune, voilà, il est étudiant à l'ENSAE, c'est-à-dire bon les écoles qui nous forment des grands statisticiens, et puis maintenant il est à Sciences Po, et il m'a proposé qu'on travaille ensemble sur le texte que j'avais produit. Et c'est un bouquin qui est sorti le 18 mars qui s'appelle « Comment sauver le genre humain ». Alors, on a une malchance extraordinaire, bien entendu, c'est que ce bouquin, il est calé dans les caves des librairies fermées. Mais par ailleurs, ce qu'on essaye on essaie d'écrire à partir essentiellement du réchauffement climatique. Mais on a eu je dirais, comment dire, l'intuition qu'on mentionnerait quand même les épidémies, les volcans et des machins comme ça. Et alors que notre bouquin serait tombé dans un silence absolu, j'en suis presque sûr, s'il était sorti le 18 mars et qu'il n'y avait rien autour, voilà, on a l'illustration en live, en direct de ce qu'on peut faire. Et nous avons la satisfaction que ce bouquin a quand même circulé sous forme de manuscrit bien avant le 18 mars, etc. Et que nous avons la satisfaction de voir que dans le discours de Monsieur Macron, qui a eu vent de ce qui était dans ce bouquin, pas qu'il l'ait sans doute lu personnellement, mais il connaît bien quelqu'un que je connais bien qui lui a transmis le truc, qu'on voit déjà quand on parle de l'État-providence, quand on parle éventuellement de nationalisation, de l'intérêt général, de faire passer les personnes avant l'économie, etc. Bon, ce sont des choses qui sont très générales, mais sur des points particuliers, comme sur la planification, sur l'importance d'étendre la gratuité, etc., de voir que tout à coup, on s'intéresse à ces idées-là et qu'on se rend compte qu'à la sortie de la crise telle qu'elle est, en France en tout cas, que si on n'a pas une unité nationale sur un certain nombre de points, qu'à ce moment-là, ce qu'on avait vu, je dirais, en hors d'œuvre sous la forme des Gilets jaunes, on l'aura à l'échelle de la nation tout entière. Alors, c'est bien, une crise comme ça donne de la jugeote à nos dirigeants. Ils commencent à s'intéresser aux véritables problèmes. Ils se rendent compte qu'on ne peut pas laisser toutes les entreprises entrer en faillite parce qu'il y aura un problème à l'arrivée, qu'il y a un certain nombre de gens qui travaillent, mais ça ne peut pas être absolument tout le monde, etc. Qu'il faut gérer à la fois les êtres humains et l'économie à l'arrivée. Et là, heureusement, en France, il y a une prise de conscience. Par contraste, il faut regarder ce qui se passe aux États-Unis, où on a un démagogue à la tête de l'État qui a décidé, et il travaille depuis un certain temps, de supprimer entièrement l'État-providence là-bas, chacun pour soi, et qui maintenant panique parce que les gouverneurs des différents États au niveau local se mettent d'accord pour relancer des choses, pour faire des choses ensemble, en ignorant entièrement le pouvoir au sommet. On a de la chance, mais c'est pas simplement la France, mais je dirais dans l'Europe occidentale de manière générale, qu'il y ait une conscience qu'il faut que cet esprit des 30 glorieuses, qui avait été lancé d'ailleurs par le Conseil national de la résistance, c'est, à mon sens, il y a beaucoup de gens qui se moquent du fait, et en particulier, même sur mon blog, il y a un très beau dessin de Chantal Monteillet qui se moque de Macron parce qu'il utilise l'expression « les jours heureux ». Vous savez, les jours heureux, c'était le nom
du programme du Conseil national de la résistance, qui, bon, ça c'est mon problème personnel, c'est sans doute la politique de gauche la plus cohérente même par rapport au Front populaire qu'on ait pu avoir en France et qui faisait l'unanimité en 44-45. Alors on se dit, oui, est-ce que Macron va vraiment pouvoir glisser d'un bord sur l'autre? Est-ce que l'intérêt général va venir à l'avant-plan? C'est à nous tous de dénoncer, par exemple, les manœuvres du MEDEF en ce moment pour essayer de torpiller ça. Il faut que nous rendions possible cela. Que M. Macron soit entièrement sincère ou pas, le problème est entre parenthèses. Il s'engage vis-à-vis de ça. Et nous sommes là, comme population, comme citoyens, à pouvoir l'aider ou le forcer, ça dépend des circonstances, à réaliser ce qu'il nous dit qu'il va faire. Laure, tu veux réagir par rapport à ça? Non, évidemment, je suis entièrement d'accord. Alors, est-ce que on peut prendre quelques questions, peut-être des gens qui sont là? Pierre, tu as pu regarder quelques questions des gens? Il n'y a pas vraiment de questions pour l'instant, c'était plus des problèmes de connexion, etc. au début, ouais. et des commentaires par rapport à ce qui se disait, mais pas tant de questions, donc vous pouvez… À défaut de réagir, je viendrai compléter, c'est-à-dire que ça fait tellement longtemps qu'on attend tellement plus rien des gouvernements actuels qui s'enchaînent depuis quand même quelques mandatures, que ce que je vois apparaître, ce qu'on sent tous dans nos milieux, c'est une remise en question personnelle et intime de nos trajectoires personnelles et intimes qui, à force mise bout à bout, vont faire un mouvement ou font déjà un mouvement. On a pu le mesurer à 2 reprises finalement, ce mouvement. C'est quand on regarde depuis 2015 comment les ventes des bouquins sur l'effondrement ont explosé et qu'on attend des 150 000 exemplaires vendus, et quand on a Urgence écologique qui fait 412 000 voix aux élections européennes. C'est des façons de se compter. Il y a probablement beaucoup plus de personnes qui sont sensibles à toutes ces idées, etc. et peut-être encore plus qui réfléchissent à leur façon de bifurquer dans leur vie. Pour bifurquer dans sa vie, il faut avoir des moyens de le faire. Malheureusement, c'est pas à la portée de tout le monde. De réflexion personnelle sur le sens de sa vie, puis des moyens tout court, quoi, financiers. Je veux dire, changer de boulot, se préparer à ça, acheter une maison, de la terre. Alors même si ça coûte rien dans le camp, dans Lyon et je ne sais où, c'est quand même et que de quoi on va vivre le lendemain alors qu'on vient du milieu tertiaire et que on n'a jamais fait pousser des légumes et qu'on veut absolument devenir maraîcher pour contribuer et que ça ne marche pas comme ça, qu'on va sortir avec soit des légumes qui vont être vendus pour en gros un salaire de 400-500 euros par mois, soit pas de légumes du tout parce qu'il a fait très sec et qu'il n'y a pas d'eau et que ceci, cela. Donc il y a tout ça. Moi, c'est dans cette espèce de rue pour faire des ruisseaux, que j'ai l'impression d'être et d'être activée, et j'ai l'impression que c'est comme ça qu'on fait, indépendamment véritablement de ce qu'on nous propose ailleurs finalement. Quand je viens de voir que par exemple dans Lyon où je vis, l'agence Bio Bourgogne vient de supprimer pour les 5 ans qui viennent toutes les aides aux conversions sans aucune raison objective, alors que c'est à l'inverse de tout ce que les gens réclament, je me dis qu'on est vraiment mal barré quand même. Alors voilà, c'est des réflexions comme ça mises sur le tapis, c'est pas très vertébré tout ça, mais à la fin ça me dessine moi un paysage où je me dis occupons-nous de notre sphère, là où on peut s'en occuper, c'est vachement important aussi. Puis je vous parlerai plus tard de comment aussi ce que l'effondrement, enfin tout ça, ce que ça nous fait à l'âme, quoi. Avant de pouvoir agir, on va passer par les phases de sidération, cette fameuse courbe du deuil. Alors bon, elle est comme elle est, et je sais que si Loïc était là, il dirait non, c'est pas la courbe du deuil qui vaut, c'est autre chose. Mais enfin, il y a 3 questions à se poser, quoi. C'est qui on veut être dans le monde qui arrive, qu'est-ce qu'on peut faire, et avec qui on a envie de le faire. Ça, c'est fondamental de se poser ces questions-là avec le Covid comme activateur numéro 1, mais surtout avec les petits frères du Covid qui manqueront pas d'arriver, et comme disait Paul, d'être encore suractivés par un réchauffement climatique, une canicule. Et s'il y a une canicule cet été, une sécheresse et des résidus de Covid qui auraient muté, ça va être très sympa l'été 2020 en France. Et on n'a pas encore de rupture d'approvisionnement alimentaire, là.
Alors ici, encore une fois, on a vraiment bossé beaucoup de choses. Non, il y a la chance ici d'avoir un couple de jeunes transitionneurs qui s'appellent Ludivine et Sullivan, qui sont en train de bosser sur les réserves communales, communales de sécurité, qui sont donc ces choses dont très peu de gens savent qu'elles existent, qui sont adossées à nos mairies, qui peuvent être déclenchées en tout cas par les conseils municipaux. Et ce sont des personnes comme vous et moi qui se tiennent prêtes en cas de risque majeur, en cas de risque en tout cas, à aider, à se mobiliser, à faire. Et déjà rien que constituer ces groupes d'humains là, alors que les services publics sont désemparés, alors que la Croix-Rouge n'est pas implantée partout pour emmener des paquets des paniers de nourriture aux personnes âgées ou aux personnes défavorisées, alors que il faudrait, je sais pas moi, creuser un fossé en cas d'inondation, etc. Déjà se compter pour savoir qui est actif ou peut être activé en cas de risque. C'est déjà un truc super intéressant. Il y a des outils comme ça sur lesquels on peut s'appuyer tant que tout ne s'est complètement la figure. Après, j'entends d'ici aussi les voix qui disent, mais attention, réserve communale, ça fait un peu milice tout ça, vous allez nous sortir des gens qui vont checker un peu, qui consomment, qui se déplacent en voiture. On a vu que 70% des appels s'étaient basés sur de la délation pour alerter sur ceux qui sont pas vraiment bien confinés. Je pense qu'on peut prendre le risque d'aller investir des endroits comme ça pour vraiment activer les personnes qui ont envie de faire, voilà, et leur donner même des possibilités d'être en lien les uns les autres, parce que cette solitude dans le confinement, on n'en parle pas trop, mais je crois qu'il y a quelque chose de très fort psychologiquement là-dedans. Ouais, je pourrais embrayer parce que sur l'idée de la représentation de ce qu'il faut faire. Quand j'ai fait ce cours donc sur déclarer l'état d'urgence pour le genre humain, j'ai pensé de mettre en scène devant les gens qui allaient m'écouter des choses qu'ils connaissaient, c'est-à-dire des films, essentiellement des films qui parlent de dystopie, c'est-à-dire de mondes qui vont à la dérive, La Route où on est dans un monde post-apocalyptique et puis il reste plus rien, Elysium où on est dans un monde partagé entre les ploucs et ceux qui sont immortels, et une politique d'exterminisme, c'est-à-dire en fait on va se débarrasser finalement de ceux qui sont des gêneurs parce qu'ils gueulent, et c'est les anciens travailleurs, c'est les travailleuses, ce sont les anciens salariés. Le dernier rivage, qu'on finisse par tout faire péter parce qu'on a tellement d'armes atomiques que finalement il suffit. Je vais regarder un chiffre. Il suffit qu'on utilise 0,1% de l'arsenal nucléaire qu'on a pour créer un hiver nucléaire qui ferait disparaître la végétation et la possibilité d'avoir des moissons sous une forme quelconque. Mais il faut qu'on se prépare à l'étape suivante, c'est-à-dire que, j'ai même pas mentionné Terminator, à l'étape suivante, d'avoir des représentations précises de l'utopie. Et j'ai parlé de l'an 2000 quand j'avais 10 ans. Cet an 2000, quand j'avais 10 ans, c'était une utopie. On savait ce qu'on voulait. Et simplement, on avait mis entre parenthèses le fait qu'il y avait un système capitaliste qui allait produire cet accaparement, cette concentration des richesses. Il faut qu'on revienne à des images précises de ce qu'on veut faire, parce que ça, c'est une force. C'est une force de pouvoir s'identifier à un objectif qu'on veut réaliser. Et ça, on l'a pas fait ces années récentes. Pourquoi? Parce que après, on a fait, voilà, tu parlais de deuil tout à l'heure, Laure, on a fait le deuil des 30 Glorieuses, dont on a oublié que c'était essentiellement de la reconstruction, qu'il y avait des milliards qui étaient donnés par les États-Unis, mais avec évidemment des conditions qui étaient associées, que nous restions dans le monde où nous serions des satellites des États-Unis et pas des satellites de l'Union soviétique. Mais ces sommes étaient là, c'était des sommes considérables qui ont été distribuées, dont il fallu que nous rendions compte pour qu'il n'y ait pas de corruption, etc., et qui nous ont mis véritablement sous la coupe d'un système comptable et économique qui était le système américain, parce qu'ils voulaient qu'on l'écrive tout ça dans les termes qu'ils allaient comprendre. Mais on peut ressusciter cette idée des jours heureux, d'un temps utopique, d'un moment où, comme disait Keynes disait, on ne peut pas s'arranger pour que tout le monde soit d'accord dans une société. Si on veut faire l'unanimité sur tout, on n'arrivera jamais à rien. Mais ce qu'on peut faire, et ça nos dirigeants l'oublient depuis les années 30, on peut faire que le ressentiment dans la population diminue
Et ça, les gouvernements, depuis les années 70, les gouvernements l'ont complètement oublié. Ils s'en foutent qu'il y ait du ressentiment qui apparaisse dans une grande partie de la population. Et quand il y a un truc qui apparaît comme les gilets jaunes, ils tombent des nues, ils se disent « Ah, qu'est-ce que c'est ça? On comprend pas exactement. C'est une jacquerie, on sait pas ce que c'est. » Tu es en train de dire que nos gouvernants sont déconnectés? Oh, j'oserais pas dire, sous-entendre une chose aussi abominable. Non, quand même, je vais pas jusque-là. Je suis un révolutionnaire, mais je vais pas jusque-là. Ils sont déconnectés. Vous vous souvenez ce truc? Ça c'était extraordinaire. Dans Le Monde, le journal Le Monde, il y avait une indignation de la part des rédacteurs du Monde, de la réaction des lecteurs du Monde sur un article qui avait été fait qui décrivait la vie quotidienne d'une famille de gilets jaunes, et tous les lecteurs du Monde avaient dit « c'est dégueulasse, ils se rendent pas compte, ils devraient mettre l'accent sur ça, ils devraient être vertueux au lieu de regarder la télé, etc. etc. » Et au point que les rédacteurs du Monde, les journalistes du Monde ont dit « c'est pas possible que ce soit ça les gens qui nous lisent ». C'est ça la déconnexion. Alors, on a une question de Ludovic qui demande est-ce que c'est au gouvernement de proposer les solutions pour un nouveau monde? Qu'est-ce que vous en dites? Je pense que le gouvernement, enfin, si la, je sais pas comment dire ça. Je sais pas comment dire ça parce que très franchement, c'est nous qui les nourrissons quand même à la base, non? Je sais pas. Enfin, les bouquins qui sont intéressants arrivent sur les tables ministérielles. Enfin, les études et certains conseillers, leurs réflexions parviennent à leurs oreilles. Maintenant, nourrissons-les, quoi. Effectivement, d'abord, alors sur la question de l'utopie de Paul, je me dis que j'ai l'impression de marcher mon utopie, voilà, de marcher mon utopie en ce moment, de la marcher, de la randonner, de la gravir chaque jour avec d'autres qui ont d'autres idées, et c'est en l'émaillant ces idées-là, en essayant de voir si le fil à plomb est à peu près ok, voilà, on le fait comme ça. Maintenant, est-ce qu'il faut vraiment nourrir? C'est à nous de nourrir nos gouvernements. Malheureusement, on est intéressé nous à les nourrir de façon honnête, juste, droite par rapport à ce qui arrive. Et d'autres ont envie de nourrir d'autres gouvernements avec d'autres choses. Mais soyons notre propre nourriture pour notre propre utopie quand même. Moi, les gouvernements, je sais pas, j'y crois de moins en moins. Et quand je vois que la Convention citoyenne pour le climat, très franchement, ça va passer à l'as. Il y aura 2-3 trucs à la marge. On sait ce qu'il faut faire. Il faut diviser par 6 nos émissions de CO2. Ça va pas se faire en souriant les uns les autres, hein. Vraiment, il y a des mesures à prendre qui sont un peu coercitives. Enfin, en tout cas, coercitives, j'aime pas le terme, mais oui, à la fin, ça va être ça. Il y a quelque chose de l'impossibilité d'avoir le droit de faire ce qu'on veut quand on veut maintenant. Mmh. C'est ce respect-là, ce renoncement à nos libertés absolues. Et je parle pas de la liberté de se déplacer, de la liberté de se rencontrer, etc. Voilà, on a un autre problème sur les libertés qui arrive avec le confinement, mais quand même, on est. Cette question, elle me gêne un peu parce que est-ce que c'est au gouvernement de nous proposer des choses? Je veux dire, normalement, c'est un aller-retour entre les gouvernements et nous. Mmh. Il y a une espèce de désespérance de la population vis-à-vis justement des gouvernements, des administrations. On a le sentiment effectivement qu'ils n'écoutent plus. Et c'est pour ça que quand moi je vais interviewer demain Jean-François Julliard, le patron en France de Greenpeace, je vais lui poser la question de Extinction Rebellion. Je sais Greenpeace, bon, ils ont mis la désobéissance civile au centre d'une des formes de protestation qu'ils utilisent, avec le boycott, avec les manifestations, avec la pression juridique en faisant des procès, etc. Mais il y a un sentiment, je dirais, tout particulièrement de la part des jeunes, qu'on ne peut pas attendre quelque chose du système parlementaire comme il est, qui a une telle pesanteur, qui a une telle inertie, qui a un tel caractère incestueux,
des gens que nous élisons comme des représentants et des gouvernements que ça produit, que ces gens sont complètement, effectivement, comme on disait tout à l'heure, déconnectés d'une réalité, si bien que si on veut obtenir des choses, on ne peut pas passer par ces canaux-là. J'avais une discussion avec Dominique Bourg, que vous connaissez sûrement, l'autre jour. Il disait non, en Suisse, c'est pas pareil. Les jeunes comprennent qu'à l'intérieur du système tel qu'il est, on peut encore, voilà, devenir parlementaire et obtenir des choses. Et il donnait l'exemple du mouvement écologiste en Suisse qui obtient pas mal de choses. En France, malheureusement, moi je suis belge, en Belgique aussi, j'ai le sentiment que c'est pas vraiment ça. Il y a une désespérance. On se dit c'est pas avec ces gens-là qu'on va pouvoir obtenir grand-chose. Et du coup, on doit le produire soit de soi-même au niveau local, soit quand on veut obtenir quelque chose au niveau global par la désobéissance civile, en essayant d'interrompre la manière dont eux le font. Sur cette première question, on avait un complément qu'on se pose souvent. C'était comment faire pour que ces belles paroles ne restent pas quand bobo intello. Je ne sais pas si vous voulez réagir là-dessus. Laure ? Non. Comment faire en gros pour arriver à toucher des personnes qui sont plus éloignées du sujet, quoi, concrètement ? Alors, non, tu voulais dire quelque chose ou pas ? Vas-y. Alors moi, là-dessus, je suis un peu vénère parce que j'ai passé 15 ans à écrire quotidiennement sur ces questions-là. Ça n'a pas vraiment pris. Et je pense que lire des journaux, s'intéresser, avoir de l'information, c'est accessible à tout le monde, heureusement, dans un pays comme la France. Alors après, pour que ça reste pas entre bobo et intello, malheureusement, je vais dire un truc horrible, c'est qu'on va pas emmener tout le monde dans les grandes idées, dans les grandes pensées. Chacun peut être un moteur. Je sais plus qui disait que c'est à partir de 3,5% de population mobilisée que les choses peuvent basculer. Voilà, on peut faire basculer beaucoup de choses sans emmener tout le monde. Les questions de fin du monde et de fin du mois. Après, on peut avoir des grandes idées, des grandes politiques à mettre en place, etc. Mais il reste un fait, c'est que oui, effectivement, à côté, là, on préfère s'occuper de la fin du mois que de la fin du monde. Ouais, en effet. Mais il y aura quand même les deux. Ouais, oui, il y a un truc, c'est le fait que le travail disparaisse, parce que finalement, cette utopie des années 50 qu'on ne devrait plus travailler nécessairement, elle est en train de se réaliser. Le problème, c'est que celui qui perd son emploi, celui ou celle qui perd son emploi, eh bien, il va au chômage et c'est tout, et on va le culpabiliser en disant c'est parce que vous faites pas assez d'efforts, etc. C'est une question qui avait été soulevée déjà à la fin des années 60 aux États-Unis. Il faudra un jour qu'on déconnecte à cause du progrès du logiciel, à cause du projet de l'informatique, à cause du projet de l'intelligence artificielle. Il faudra un jour qu'on déconnecte le fait d'obtenir un revenu du fait de travailler, parce que ce travail disparaît. Ce qu'on s'aperçoit maintenant, c'est que le travail, les emplois sont en réalité en perfusion. C'est-à-dire qu'on n'a plus besoin de tous les gens qui travaillent en ce moment, qui ont un emploi. Et on va voir maintenant avec tous les gens qui télétravaillent et qui en fait font un mi-temps ou un quart de temps ou un tiers de temps, qui est l'équivalent en réalité de ce qu'ils faisaient dans l'entreprise. Les entreprises vont nous dire, ces gens-là, est-ce qu'on en a encore vraiment besoin ? Il y aura une pression supplémentaire. Alors, et vous le savez, plus il y a de compétition, plus de concurrence de chacun pour obtenir un emploi sur un nombre réduit d'emplois, ça fait basculer le rapport de force entre les travailleurs, travailleuses, etc. et le monde de ceux qui considèrent qu'ils offrent des emplois, en fait, qui demandent du travail. Ces gens-là sont en position de plus en plus forte. Et eux, qu'est-ce qu'ils récoltent ? C'est le travail, c'est le fruit du travail des machines, c'est ce qu'on appelle le rendement du capital, etc. Il faut qu'on se rende compte qu'il faudra déconnecter le travail réalisé. Et il faudrait que le travail réalisé, ce soit de remettre en état une rivière et des machins comme ça, un travail agréable, mais qu'il ne faudrait pas rémunérer. Il faudrait que, pour moi, que la gratuité pour l'indispensable remplace en grande partie l'argent qui est donné aux gens. Il faut absolument que nous fassions cette déconnexion une fois pour toutes. Et là, il faut qu'on le fasse avant que les gens en face se rendent compte
que le rapport de force aura baissé, sera encore plus défavorable aux travailleurs après la crise. Et quelque chose comme le MEDEF s'en rend compte, l'organisme comme le MEDEF. Il essaie déjà d'avancer ses pions en ce moment. De la même manière qu'on a dit à Nancy, alors qu'on n'a pas assez de lits pour tout le monde dans les hôpitaux, il faudra, pour une question de coût, etc., il faudra faire baisser le nombre de lits dans les hôpitaux. Il faut qu'on impose cette idée que un gouvernement, un État doit se donner des objectifs, des fins, et que les moyens pour le faire, il faut le trouver. Or, depuis les années 70, avec le néolibéralisme, l'ultralibéralisme, on nous a dit simplement la chose suivante, il faut baisser les coûts, il faut gérer un État comme une boutique, il faut baisser les coûts, et l'objectif, ce sera ce qu'on constatera à l'arrivée. Quand on aura baissé tous les coûts, on regardera ce qu'il y a et on vous dira, c'est ça qu'on voulait véritablement. Alors là, il faut absolument imposer. Ça, c'était la logique du Conseil national de résistance. On se donne des objectifs et après, on définit la situation pour trouver le moyen d'avoir l'argent, le financement pour le faire. C'est pour ça que moi, je propose qu'on inscrive l'État-providence dans la Constitution, qu'on ne dise pas chaque fois, l'État-providence, oui, on peut le faire quand la croissance est là. Bon, et c'est-à-dire que donc, quand il y a une crise économique, malheureusement, il faut mettre l'État-providence entre parenthèses. Non, il faut le mettre dans la Constitution et puis s'arranger pour trouver les moyens de le faire. Et c'est pas qu'on soit pas assez riche. Quand c'est quoi, 8 personnes au monde ou autant de richesses que la moitié de l'humanité, on peut pas nous dire, on peut pas essayer de nous vendre cette idée qu'il n'y a pas assez de moyens, qu'on n'a pas la richesse. On n'a jamais été aussi riche. Mais tout est concentré dans la main de quelques personnes. Et alors, monsieur machin, quand Notre-Dame de Paris part en fumée, il dit, je mets 25 millions et tout le monde devrait se courber devant lui en disant, c'est formidable, je vous mettez 25 millions. Non, cet argent-là, monsieur, vous ne devriez pas l'avoir. Bon, ça me fâche un peu. Alors, tu veux rebondir? Non, c'est parfait. Paul, est-ce qu'il n'y a pas deux types d'activités qu'il faudrait rémunérer, c'est-à-dire à un moment donné avoir des activités qui sont vitales, le soin, la nourriture, un minimum d'accès à l'énergie, le logement, et avoir un autre canal de financement de ces activités-là par l'État, pourquoi pas un financement souverain direct avec les banques centrales. Et c'est un peu ce que Macron a dit dans son discours à un moment donné, en disant qu'il y a des secteurs qui doivent être décorrélés de l'économie de marché. Ouais. Et comment, toi qui as étudié davantage les questions économiques, est-ce que ça techniquement c'est faisable ou est-ce qu'il faut décorréler ça complètement des monnaies et essayer d'avoir un circuit alternatif avec des nouvelles monnaies, des monnaies complémentaires, des monnaies libres, des monnaies locales? Faire en sorte que sur un territoire, on puisse continuer à se nourrir, à faire un petit peu de commerce, à avoir accès aux soins, aux choses de base qui nous permettent de survivre. Oui, sur la question monétaire et tout ça, il y a une tendance générale dans la population de se dire, puisque les problèmes, c'est des problèmes d'argent, on va modifier la manière dont l'argent fonctionne et puis on va trouver la solution. C'était déjà l'idée très généreuse et très intéressante de Silvio Gesell, l'anarchiste, qui avait parlé de la monnaie fondante. On va modifier la monnaie et on va avoir un autre système. Et là, Keynes a fait une chose extraordinaire. Il a dit, alors que c'était un anarchiste, Gesell, et que personne n'en parlait, il a dit, il y a une idée très intéressante là-dedans et il faudrait la défendre. Et il a proposé, lui, autre chose, un système monétaire international. Dans la mesure où nous n'avons plus des monnaies qui sont fondées dans une richesse réelle, par exemple qu'on puisse échanger ça contre de l'or ou contre de l'argent, il faut qu'il y ait une confiance des marchés, comme on dit, c'est-à-dire qu'il y a un sentiment parmi ceux qui utilisent cette monnaie qu'il y a une richesse réelle dans une nation qui est l'équivalent, qui est la garantie de cela. Alors, modifier les monnaies, quand on fait une monnaie locale et qu'on dit mais il faut, pour la loi, il faut qu'il y ait parité de 1 euro avec je ne sais pas, je cherche le nom d'une des monnaies locales, disons un bleu. Comment? Un eusko.
du Pays Basque. Voilà, exactement. À ce moment-là, bon, c'est simplement un substitut et c'est un encouragement à acheter du local. Le problème dans nos sociétés, et ça on vient de le voir avec notre rapport à la Chine, il y a finalement pas grand-chose qui soit encore du local. Vous avez peut-être vu ce film Made in France qui était un film intéressant, un documentaire. Le gars qui vit tout chez lui, qui veut tout remplacer par de l'acheter en France, et il peut même pas s'acheter un complet pour aller à un entretien parce qu'il n'y a pas de complet, il n'y a pas de costume qui soit produit en France. On est dans une situation où c'est Attali qui m'a surpris l'autre jour. Attali m'a surpris l'autre jour, je l'ai interviewé et il dit la chose suivante. Il dit il y a un tournant qui est en train d'avoir lieu parce que c'est la première fois, à sa connaissance, dans l'histoire de l'humanité, que quand on fait un calcul économique en disant combien ça va coûter à l'économie et combien ça va coûter en vie humaine, qu'on nous dit on va s'occuper d'abord des vies humaines. Et ça m'a surpris, parce que je ne voyais pas du tout qu'il y avait un tournant là. Mais il a sans doute raison. Il y a quelque chose qui est en train de se produire. Et ce truc qui est en train de se produire, il faut absolument que nous le soutenions. Il y a des moyens de changer l'économie. Moi, je propose des tas de choses. Vous savez peut-être du programme de Hamon qui avait repris une idée, la taxe robot. C'est-à-dire quelqu'un qui est remplacé par une machine, une machine qui remplace un être humain va payer les impôts que la personne qui payait des impôts payait autrefois. Les patrons d'entreprise, les dirigeants d'entreprise, oh c'est dégueulasse, etc. Est-ce que ça les dérangeait tellement quand c'était un ouvrier ou un employé ou une employée ou une ouvrière qui payait des impôts? Ils n'ont jamais gueulé, mais quand ce sera ponctionné sur leurs gains eux, ils vont gueuler. Je suis Quand on parle de la spéculation, les gens disent oui, ça a toujours existé. C'est pas vrai, c'était interdit en France jusqu'en 1885. C'était 2 articles de loi, c'était très simple. La spéculation, ça représente 40% de l'économie. Il faut remettre ça en circulation. Les règles comptables qui nous disent un salaire, c'est un coût pour l'entreprise. Ça apparaît sur les feuilles de salaire. Coût pour l'entreprise. On vous paye un salaire parce que vous avez travaillé et on vous dit que c'est un coût pour l'entreprise. Si c'était un coût pour l'entreprise, ben on recruterait jamais personne. Non, c'est pas. Ces règles comptables sont écrites par qui est-ce qui écrit ça? C'est une firme privée dont le siège social est dans un paradis fiscal. Et les personnes qui décident de ça, ce sont les grandes firmes d'audit et les grandes firmes dont l'influence dans cette organisation qui écrit des règles comptables est au prorata des cotisations qu'elles payent, c'est-à-dire plus elles sont grosses, plus elles peuvent influencer ça. Décider des règles comptables qui sont, pour moi, la véritable constitution de nos sociétés, qui disent vraiment comment ça fonctionne à l'intérieur de chez nous, il faut que ça apparaisse, non seulement ça apparaisse en surface, que ces grands principes. Si on veut dire, voilà, les salaires, c'est un coût pour l'entreprise, qu'on mette ça dans la constitution et qu'on en discute pour voir si on est tous d'accord. Mais sinon, pour les décisions même des règles comptables dont on ne se rend pas compte à quel point ça détermine notre vie, il faut absolument que ça revienne dans le domaine démocratique, qu'il y ait la possibilité pour des gens qui votent pour des représentants de décider comment ces règles comptables vont être définies. On nous dit que c'est des problèmes purement techniques. C'est pas vrai. Il y a toute une idéologie bien particulière qui est inscrite là-dedans. Et les règles comptables, justement, elles sont en train d'être quand même un peu discutées, légèrement discutées avec Jacques Richard sur les questions de est-ce qu'on peut intégrer quand même les externalités environnementales dans les règles comptables, à la limite que le salaire. Jacques Richard, il est depuis des années vraiment à l'avant-garde du combat là-dessus, et c'est celui qui a proposé pour la première fois qu'on introduise les externalités négatives, c'est-à-dire la destruction de la nature autour de ces opérations comptables, qu'on l'écrive à l'intérieur des règles comptables, qu'on mette les êtres humains au passif des entreprises comme une chose à protéger avant tout. Absolument. On a une question de Khadija qui demande est-ce que la question du droit n'est pas un levier puissant pour faire basculer notamment, je pense, les actions de classe que font les Américains. Est-ce que vous pensez que là, avec les jurisprudences, les décisions qui sont prises, est-ce que le droit, pour vous, est un levier très fort? Tu parlais de Greenpeace tout à l'heure, il y a l'action en justice de notre affaire à tous, qui va déboucher ou pas, mais pour vous, est-ce que c'est un des leviers les plus puissants par rapport au levier politique, par rapport au levier de l'auto-organisation
Bien entendu, bien entendu. Il y a dans notre, on nous dit, voilà, sur le droit de propriété, on nous dit, oui, il y a l'usus, l'abusus et le fructus, voilà. Et on nous dit, ça vient des Romains. Ça vient pas, ce sont, les termes sont, c'est du latin, tout le monde le reconnaît, mais ça vient pas des Romains. C'est le code civil de Napoléon de 1804. Dans ce truc, il y a, bon, usus, le propriétaire utilise ce dont il est propriétaire. D'accord. Fructus, il y a des fruits. Bon, vous achetez un verger, vous pouvez manger les pommes et les poires qui apparaissent là. Abusus, le droit d'abuser. C'est vraiment ça. Le droit d'abuser, c'est-à-dire vous êtes propriétaire, vous pouvez détruire la chose dont vous êtes le propriétaire. Là, il y a eu une évolution au fil des années et on a de plus en plus interdit aux propriétaires individuels de simplement détruire quelque chose qui lui appartenait parce que ça lui appartenait. Et le premier cas, il est amusant, c'est 1916, c'est l'armée qui, voilà, sur le front a des dirigeables. Et puis un voisin de l'endroit où les dirigeables sont là, ce que ça emmerde, et il va commencer à planter des pieux. Les dirigeables s'empalent sur le truc quand voilà, s'il tombe par là. Alors là, on fait une loi, on dit à ce gars, vous n'avez pas le droit de faire ça parce qu'il y a un intérêt général, vous n'avez pas le droit de planter des pieux juste pour le principe. Mais il s'était passé une chose pendant ce temps-là, ça c'était au 19e siècle. On a essayé d'attaquer le fait que quand une entreprise disparaissait, dont une personne ou une famille était propriétaire, il fallait fermer la firme. Bon, alors il y avait des clients, il y avait des employés. On a dit on va donner une personnalité aux firmes pour qu'elles puissent nous survivre quand les propriétaires sont là. Et qu'est-ce qui s'est passé au fil des années? On diminue la possibilité pour un individu d'utiliser l'abusus. Mais l'abusus pour les entreprises, on l'a jamais modifié. L'entreprise peut faire absolument ce qu'elle veut avec sa propriété. On l'a vu récemment dans des cas, voilà, des firmes qui se fermaient. Il y avait une histoire, ça date d'il y a 1 an ou 2, une grande imprimerie en France quelque part et avec une fabrication de papier. Eh bien, ils n'ont pas trouvé d'acheteurs. Ils ont payé les ouvriers et les ouvrières pendant les 2 dernières semaines à casser systématiquement l'outil de travail. Parce qu'ils voulaient pas que ça retombe dans les mains de la concurrence. Ça, c'est des trucs qu'il faut absolument attaquer. Ça, c'est bon. Ça, c'est du droit. Et ça, on peut le modifier. Par ailleurs, et moi, j'ai eu la chance que ma proposition de faire une constitution économique au niveau de l'humanité tout entière, ce que les juristes appellent cosmopolitaire, eh bien, qu'une cellule à la Sorbonne trouve ça une idée intéressante et soutenu mon idée de cette idée d'une constitution pour l'économie qui pourrait être au-dessus de l'ensemble de nos constitutions. Et que si on dise, voilà, le travail, c'est un coût pour l'entreprise, qu'on écrive ça dans la constitution de l'économie pour voir si tout le monde est d'accord avec ce principe-là. Il y a moyen de faire des choses au niveau économique et financier de l'ordre de la Déclaration universelle des droits de l'homme. On ne l'a pas encore fait, mais on peut le faire. Ouais, il y a beaucoup de choses à faire sur le droit. Il faut pas trop en attendre non plus parce qu'il y a quand même des principes de droit qui sont pas respectés ou même des législations qui sont pas respectées. J'en veux pour preuve, je sais pas, toutes les législations qui sont liées au nucléaire, par exemple, la question des normes ou voilà, on ne respecte pas toujours les lois qu'on a en place. Alors on a perdu une personne, hein, visiblement, Léonard, qui il y a beaucoup de choses intéressantes à dire en question là. Alors on a des questions plus courtes. Oui. Excuse-moi Greg, je reprends. Donc il y avait Rachel il y a déjà un petit moment qui demandait quels seraient les arguments des invités pour nous convaincre de faire le lien entre Covid-19 et l'action de l'homme. Et pour nous convaincre que demain, la catastrophe écologique annoncée impactera de façon autrement plus radicale nos modes de vie que la crise actuelle. C'est une question à double niveau. Bah déjà, le lien entre le Covid et l'action de l'homme, elle est factuellement facile à établir. Enfin, je veux dire, on a la fin des barrières entre les espèces, à force d'avoir grignoté du terrain pour les espèces sauvages. On a des espèces qui sont en contact avec l'homme et qui sont des réservoirs à virus. Elles sont des réservoirs à virus depuis des centaines de milliers, des millions d'années. Et une fois que
elles sont en contact avec l'homme, à force de muter, les virus arrivent vers nous. Première raison, c'est la chute des espaces réservés aux sauvages, aux vivants qui n'est pas humain. Après, la consommation des animaux sauvages, par exemple, on parlait d'un pangolin qui aurait été l'hôte intermédiaire de ce virus qui aurait muté, etc. Ou alors la chauve-souris. Qu'est-ce qu'on a à aller manger des pangolins? Je veux dire, c'est l'espèce la plus braconnée au monde, je crois. Il y a 200 000 individus par an qui disparaissent. Ces écailles, je crois qu'un individu se monnaie 5 000 € à peu près sur un marché en Chine. Ces écailles sont réputées. Il est à la fois consommé pour des raisons culinaires et apothicaires. Avec le fœtus de pangolin, on peut soigner je ne sais quelle maladie en Chine. Et comme le fœtus de pangolin, voilà. Donc la consommation d'animaux sauvages, la fin des espaces pour la vie sauvage, c'est une chose. Et puis après, le virus, s'il était resté en Chine, ou alors dans une province en Chine seulement, c'est une chose. Mais après, il y a la mobilité, l'extrême mobilité des hommes qui fait que ce virus a pu se répandre de manière hallucinante. Donc ça fait déjà 3 bonnes raisons de lier le Covid à l'action humaine. Ensuite, c'était quoi la deuxième question? La deuxième question, c'était quels sont vos arguments pour convaincre notre auditoire que demain, la catastrophe écologique annoncée impactera de façon autrement plus radicale nos modes de vie que la crise actuelle? 2 et 2, ça fait 4. Et en fait, quand on additionne un petit peu tout au compteur, que ce soit au niveau climatique, au niveau de l'effondrement de la biodiversité, au niveau de la fin des ressources, je crois qu'on arrive à un moment donné où on est en train de creuser notre tombe. Mais je sais pas, il faut des arguments encore pour ça. Je sais pas. Ouais, peut-être Paul a beaucoup plus de choses à développer là-dessus. Pour la crise écologique, de manière générale, il y a un inconvénient pour notre conceptualisation de ça. C'est le fait que nous avons une vie de durée limitée. Et tant qu'on nous dit ce sera un problème pour vos arrière-petits-enfants ou les enfants de vos arrière-petits-enfants, ça nous paraît un truc assez nébuleux. On peut se représenter des enfants qui sont en vie, on peut se représenter des petits-enfants qu'on a ou même des arrière-petits-enfants, mais plusieurs générations au-delà, ça nous paraît assez brumeux. Et la tentation générale, c'est de dire après nous le déluge, parce qu'on ne sera plus là, de toute manière. L'avantage, si on peut dire, de la crise comme celle-ci, c'est que ça nous donne en accéléré ce que la crise climatique est au ralenti. C'est-à-dire qu'on se rend compte de ce que c'est une véritable catastrophe en direct. Et espérons que les réflexes qui apparaissent, les réflexes positifs par rapport à ça, je ne parle pas du chacun pour soi ou de réflexes de type survivaliste, c'est que ça nous alerte au problème général. Et espérons, et ça c'est un problème d'éducation. Ça sera un problème d'éducation pour nous en de dire la crise climatique, la crise environnementale, c'est la même chose que la crise du Covid, c'est la même chose. Il faudra que nous expliquions comment et quels sont non seulement les liens causaux entre les deux, mais de dire vous avez vu une catastrophe en direct, peut-être vous êtes encore dedans, eh bien c'est la même chose en plus grand, etc. Une autre difficulté, c'est les êtres humains, c'est que nous réagissons par l'émotion et que nous pouvons aussi bien réagir à quelque chose de minime qui a lieu dans notre environnement, le fait qu'un chien a été écrasé juste devant notre maison dans la rue et le fait que 100 000 personnes sont mortes dans un pays très éloigné pour que nous n'arrivons pas de nous représenter. Nous avons beaucoup de mal, et ça on le voit pour la crise écologique, on le voit même pour cette crise-ci, les êtres humains ont une difficulté à traiter les facteurs d'échelle. On a vu avec ce docteur Raoult qui nous dit qu'on va faire des calculs de pourcentage sur 6 cas particuliers dont 2 personnes en fait ont disparu. Ça va pas, ça. Mais ça c'est pour les scientifiques, ça c'est pour les enseignants de nous dire, voilà, ceci c'est à petite échelle, ça c'est à grande échelle, il faut qu'on se rende compte de ça. Et ça c'est difficile parce que parce que nous réagissons de manière émotionnelle, nous n'avons pas un sentiment intuitif de la taille des problèmes. Ok, merci. Alors ensuite, on avait des questions qui étaient plus orientées sur les actions, les réactions qu'on peut avoir par rapport à tout ça.
Sylvie demandait, avez-vous une idée des axes prioritaires à développer si on veut profiter de la situation pour entamer un véritable changement? Guillaume proposait notamment la coopération, l'altruisme, demandait si ça pouvait être un levier. Et il y avait Julia qui complétait en demandant quelles actions pourrions-nous développer à la sortie du confinement, voire dès maintenant pour faire évoluer la situation, et comment embarquer avec nous les personnes les moins sensibilisées à ces questions. Moi, il me semble que l'axe prioritaire, c'est la descente énergétique et la résilience alimentaire. C'est-à-dire que dès aujourd'hui, dans tous les territoires, il faut qu'on aille se mobiliser pour et qu'il y ait des possibilités vraiment de ça, d'aide, de pouvoir mettre en place des ceintures maraîchères autour des villes, des ceintures alimentaires, installer des jeunes, des moins jeunes d'ailleurs. Je suis désolée, mais la question de la résilience alimentaire est fondamentale. Relocaliser à peu près tout ce qu'on mange. Moi, j'ai pas mal par rapport à ce qui se passe, j'ai plus une expérience, on va dire, hyper locale. Il y a un centre commercial ici qui est le dernier truc qui est resté ouvert, le Intermarché, après avoir fermé les marchés, les machins. Il y a la MAP qui fonctionne et il y a l'Intermarché. Et dans l'Intermarché, le patron me disait qu'il allait supprimer à peu près 20% des références des produits qu'il accueillait parce qu'il se rendait compte qu'il y a des choses que les gens ne consomment plus, ne consommeront peut-être plus, en fait, finalement, des produits qui servent à rien, qui sont chers et qui, lui restent sur les bras. Mais si ça pouvait amorcer quelque chose de cet ordre-là, c'est-à-dire pour lui de se dire, je prends les producteurs locaux, je les intègre là, je fais plus de circuits courts, là où les 10 000 personnes qui vivent dans cette ville, 80% des gens ne vont pas à la MAP, 80% des gens vont au Netto, au Intermarché, au Leclerc, enfin toutes les enseignes qu'on peut avoir de grande surface. Et ça peut être un truc super important. Et puis surtout après derrière, développer à l'échelle de... Moi, ce que je me rends compte, c'est qu'en gros, ce qui est super important, c'est la taille des villes. La question de la taille, tu peux totalement travailler sur une ville de 10 000 habitants, ce que tu ne peux pas travailler pour une ville comme Paris, comme une ville pour Lyon, Bordeaux. Et encore une fois, ce qu'on va faire ici, à essayer on a commencé à faire une sorte on a commencé à répertorier l'ensemble des terres qui appartenaient à la municipalité, mais qui n'étaient pas bâties et donc transformables en terres productives. On a 60 hectares. C'est pas grand chose, mais c'est un début dans lequel on peut déjà fournir soit des jardins partagés pour les uns et les autres qui n'ont pas de jardin. Ça, c'est une hyper grande demande des gens. Et derrière, installer des jeunes qui n'ont pas accès à la terre, avoir des leviers pour avoir accès à la terre, convertir les grands producteurs de grandes céréales dans le coin, les aider à leur dire écoutez, ce blé que vous envoyez dans des coopératives lointaines ou des moulins lointains, il faut qu'on le consomme sur place, il faut qu'on ait les outils de transformation sur place, il faut qu'on ait les conserveries sur place, il faut qu'on ait les légumeries sur place. Voilà, donc ça, c'est plein de petits boulots à créer, plein de petits éléments pour que les cuisines centrales, les EHPAD, mais aussi les magasins, les petites boutiques de petits producteurs puissent être abondés largement. Et puis je vois Catherine qui me dit résilience alimentaire et vestimentaire. Bah oui, faire la même chose avec tous ces vêtements, cesser la consommation low cost de vêtements, repriser, monter des ateliers de ressourcerie, de récupération. C'est des petites choses qui d'abord font du bien, créent du lien. Encore une fois, j'insiste sur la notion de lien et sur le côté très local des choses et très humaine des choses, parce que dans nos existences très courtes, ce qui va compter, c'est ce qui me touche, c'est le chien écrasé, comme tu disais, Paul. Mais c'est aussi mon voisin qui est dans la merde, ou mon voisin que je peux aider, ou mon voisin que je peux convaincre de faire autrement. Et ça a plus de pouvoir comme effet pour moi que les 1500 articles pour essayer de convaincre et toucher les gouvernements. Voilà, je trouve qu'il y a des leviers locaux super importants. Ce qui est intéressant, résilience alimentaire, résilience vestimentaire, et j'ai parlé de la descente énergétique. Alors on vit à la campagne, je vous cache pas que la question de la voiture est très sensible ici, mais on a des possibilités de mutualisation. J'ai une voiture pour 4 personnes,
On vit pas ensemble, mais on se prête la voiture. Voilà, des changements de comportement comme ça qui sont infinitésimaux, mais qui à la fin font qu'il n'y a pas 4 voitures qui ont été achetées. Il y en a qu'une. Mmh. Et tout ça, on n'a pas besoin du gouvernement, a priori. Non, ça peut accélérer, ça peut impulser les choses, mais ça va être au niveau local. Et là, les élections, de mon point de vue, pratiquement les plus importantes, dans ce qui arrive, dans la manière qu'il faut qu'on se transforme pour s'organiser au niveau local, c'est les municipales. Alors là, il y a un vrai levier politique, de mon point de vue. Paul, la priorité pour toi, là, qu'est-ce que c'est? Ouais, c'est-à-dire que, bon, à partir des années 70, avec Thatcher en Angleterre, avec Reagan aux États-Unis, on nous dit concurrence, compétition, compétitivité. Il y a un prix Nobel d'économie qui est créé dans les années 60, essentiellement avec le Fonds des entreprises. C'est la Société du Mont Pèlerin qui lance ça. La Société du Mont Pèlerin, elle est financée par les banques et par les grosses entreprises suisses. Et on nous dit concurrence pure et parfaite et tout a marché de manière idéale. Et et alors, ça produit ce que ça donne maintenant, c'est-à-dire, par exemple, aux États-Unis, les États font de la surenchère pour obtenir des masques ou des respirateurs pour soutenir les gens qui sont dans des hôpitaux. C'est le plus offrant, c'est le malheureux vaincu, c'est celui qui peut. Et en face, des gens qui font de l'accaparement, comme on dit, c'est le terme technique, c'est-à-dire de faire monter les prix parce qu'ils ont acheté une grande partie des choses. Mais c'est pas comme ça que nos sociétés ont fonctionné. Avec cette concurrence, elle existe dans 2 domaines. Elle existe, et ça, c'est l'argument que Sigmund Freud avait relevé quand il critiquait le socialisme et le communisme, quand il disait « et alors tout le monde sera heureux », il dira « non, il y aura toujours de la concurrence sur le plan sexuel. Il y aura toujours les hommes qui vaudront la plus belle femme et les femmes qui vaudront le plus beau mec. » Bon, ça c'est vrai. Mais dans une société comme la Grèce, qui était organisée, que ce soit le système de Lacédémone ou de Sparte ou celui d'Athènes, c'était fondé sur la solidarité. Qu'est-ce que ces gens faisaient? Où était la compétitivité? Où était la compétition, la concurrence? Une fois par an dans les Jeux Olympiques, on avait mis ça dans un endroit particulier. Tout le reste du temps, qu'est-ce qui fonctionnait? Ce qu'Aristote appelait la philia. La philia, c'est un terme générique qui parle de l'amour, mais ce qu'il appelait la philia, c'est la bonne volonté que nous mettons tous dans la vie quotidienne pour que le système fonctionne. Nous faisons ça à tout moment. Et moi, j'ai trouvé ça. Moi, j'ai travaillé 18 ans dans les banques. Même dans les banques, j'ai trouvé des gens qui avaient conscience de ça. Il y a un exemple classique que j'ai reproduit dans certains de mes bouquins d'un trader qui était une espèce de requin, un loup aux dents longues, qui un jour se trouve en face d'un type. Il pourrait obtenir des millions de ce type parce que le type a fait une erreur et il ne le fait pas parce qu'il veut protéger le marché dans son ensemble. Il veut que le lendemain matin, tout le monde soit là. Il faut qu'on se rende compte de cette histoire, que c'est un bobard qu'on nous a vendu, cette compétitivité et tout ça, la guerre de tous contre tous. Quand Hobbes parle de cette idée de la guerre de tous contre tous, il ajoute, et ça c'est la fin de la phrase que personne ne cite, comme nous l'avons vu récemment dans notre guerre civile, c'est-à-dire ce qu'on nous impose maintenant, comme le principe selon lequel nos économies doivent fonctionner, Hobbes en parle comme ce que nous avons vu à notre horreur dans la guerre civile. Il faut qu'on revienne à cette idée que c'est la solidarité, que c'est l'entraide, que c'est la générosité qui sont centraux. Et ça va être notre boulot, je dirais, dans les semaines, dans les mois à venir, vers la sortie de la crise, qu'on mette l'accent là-dessus et qu'on le rappelle de manière incessante. Alors justement, on avait une question sur les migrations. Ludovic qui demandait est-ce qu'on peut inclure la question des réfugiés dans la conception du monde de demain? Il précisait malheureusement, on en parle trop peu, mais des dizaines de millions de personnes vont être amenées à migrer alors qu'on ne sait pas accueillir 20 000 personnes bloquées dans un camp. Je sais pas la fin, mais... À Lesbos. Du coup... Ouais. Moi, je lui ai répondu que oui, on peut complètement l'intégrer, en tout cas théoriquement, parce que déjà qu'on va avoir du mal à gérer les millions de personnes qui sont laissées sur le bord de la route ici localement. Comment va-t-on faire pour intégrer des personnes qui vont arriver? Avec quelles compétences elles vont arriver? Déjà, on peut changer de regard sur ces personnes-là, arrêter de les appeler des réfugiés, mais plutôt des chercheurs de refuge.
parce qu'ils cherchent des refuges, ils sont pas encore et que surtout ils arrivent avec d'énormes compétences de résilience, d'énormes compétences tout court. Maintenant, à titre, enfin, je ne sais pas comment est-ce qu'on va pouvoir intégrer des millions de personnes là dans des pays où c'est déjà une récession qui arrive et des millions de chômeurs et des millions de laissés pour compte. Je pense que ça va être c'est marrant de vouloir intégrer à peu près tous les problèmes et de vouloir y trouver des solutions totalement aléatoires sur un futur dont on ne connaît absolument pas les éléments sur lesquels dans lesquels on va pouvoir vivre. Quand vous coupez le gâteau, quand il vous reste que des miettes et qu'on est de plus en plus nombreux sur le gâteau et que, je sais pas, ça se termine de façon assez barbare de manière générale. Ouais. Pour ma contribution. Là, je voudrais dire un truc. C'est mon ami Emmanuel Todt qui rappelle tout le temps que nous sommes des chrétiens zombies. Quand il dit zombie, on sait ce que ça veut dire. C'est-à-dire que on a oublié en fait qu'on était chrétiens. On avait des grands-parents qui allaient à l'église et des machins comme ça. Mais bon, ça a disparu. Les gens en général ne sont plus croyants non plus, au sens où ils croiraient à une eschatologie, c'est-à-dire qu'il y aurait un monde ensuite. Mais on a quand même, je dirais, un avantage culturel, c'est que nous avons une religion qui met l'accent sur la réciprocité positive, traite ton voisin comme toi-même, etc. Dans notre religion, qui est en arrière-plan chez nous, il y a un progrès, on peut vraiment appeler ça un progrès, par rapport à la réciprocité négative, la loi du talion. Je te reconnais comme étant un être humain, et tu me fais ce truc, je te rends l'appareil. Et dans les évangiles, il y a dans l'autre jour, c'est-à-dire, en fait, c'est un mécanisme. Qu'est-ce que c'est? C'est un mécanisme d'amortissement. Il me frappe, il me fait un sale coup. Je prends un temps de réflexion avant de réagir, en réfléchissant justement peut-être à la filia d'Aristote. Et ça, nous avons cette chance d'avoir ça en arrière-plan, l'idée de l'inclusion, que l'autre, c'est notre frère. Une vision générale de l'humanité comme en étant un ensemble, et que si nous rejetons l'autre, etc., cette idée malheureusement de Rocard, on ne peut pas s'occuper de toute la misère du monde. Si, heureusement, en arrière-plan, chez nous, il y a l'idée qu'on peut s'occuper de toute la misère du monde et qu'on a intérêt à le faire. Le contraire de ça, c'est l'entreprise colonialiste où on est allé simplement exploiter le monde à l'extérieur. Une anecdote à ce propos-là, parce que moi, c'est vraiment un de mes dadas, c'est qu'on revienne aux lois qui interdisaient la spéculation. 1885 en France, quand on abroge les lois qui interdisaient la spéculation, je me suis posé la question, comment est-ce possible? Pourquoi est-ce qu'on fait ça alors qu'on est dans une époque où il n'y a pas assez d'épargne, où il n'y a pas assez d'argent pour créer tous les chemins de fer, le canal de Suez, le canal de Panama? Pourquoi le fait-on? Jules Ferry est Premier ministre à cette époque-là. Il abroge les lois sur la spéculation et quelques mois plus tard, il lance le grand empire colonial français. Voilà où on va aller trouver l'argent qui va nous permettre de faire nos trucs. On est plus dans cet environnement-là. Il n'y a même plus d'empire colonial, qu'on sorte de cette logique-là et qu'on réfléchisse dans le cadre d'un système général où nous sommes tous les mêmes. Un des problèmes qui plombent les États-Unis, ils ont fait leur guerre de sécession, ils ont aboli l'esclavage, et puis quelques années plus tard, après que le Nord a gagné sur le Sud, on a permis au Sud, et ça c'est une chose qu'on ne sait pas d'habitude, de rétablir pratiquement le système à l'identique. On a appelé, au lieu de l'appeler esclavage, on a appelé ça métayage, mais c'était exactement la même chose. Ce pays est toujours coincé dans sa guerre de sécession, il n'est jamais vraiment sorti du système d'esclavage, on appelle ça autrement, mais on le voit maintenant. 80% des gens à New York qui meurent, ce sont des gens de population afro-américaine. Pourquoi? Parce que ce sont des gens qui ont des facteurs de risque en cascade, parce qu'on les a fait bouffer de telle manière qu'ils aient le diabète, qu'ils aient des problèmes de santé parce qu'ils sont pauvres, etc. Ce problème n'a pas été résolu. Cette question de la générosité, du partage, il faut absolument qu'on la résolve une fois pour toutes. L'inverse. Mais comment, Paul? Parce que tout ce que tu racontes, c'est des super idées générales, etc. Mais
comment dès maintenant on peut gérer. Et effectivement, la question c'était, on ne sait pas accueillir, on laisse mourir des dizaines de milliers de personnes dans la Méditerranée. Quand ce sera des dizaines de millions qui seront en route, comment on fait concrètement? On partage. On partage, même si on doit avoir moins nous, il faut qu'on partage. Mais évidemment qu'on partage, mais comment tu inculques aux gens l'envie de partager? Quand tu vois que la première réaction des gens, c'est d'aller rafler les rayonnages de PQ pour en avoir un maximum, je ne sais pas comment l'idée de partage s'inocule chez les gens, même si c'est une lointaine religion qui n'est même plus pratiquée véritablement, de partage, ouais, de ressenti collectif positif vis-à-vis des autres. Je ne sais pas comment on inocule l'envie de partage. J'ai reçu un don de 2 rouleaux récemment qui prouve qu'une solidarité existe véritablement dans la population. Non, le PQ, c'est un exemple, mais ça, bon, là, la psychanalyste dit la rétention anale. Quand on a peur, eh bien, on serre les sphincters et donc on pense qu'on est dans la merde et on veut absolument du PQ. C'est pas plus compliqué que ça, mais c'est un symbole, bien entendu. Mais la générosité, non, ça peut se gérer. Il y a beaucoup de gens qui par solidarité pour les sans-papiers et tout ça, font de fait de la désobéissance civile, etc. Il faut qu'on soit derrière ces gens et qu'on les soutienne. Bien entendu, le problème est énorme. C'est vrai qu'on est extrêmement nombreux, et je l'ai dit, on transgresse. Le fait que chaque année, en arrivant au mois de juin, au juillet ou août, on est déjà épuisé l'ensemble des ressources renouvelables à la Terre, montre qu'on est très, très nombreux. On est extrêmement nombreux s'il faut gérer tout ça. Au Nigeria, bon, c'est la population la plus importante en Afrique. Il est possible que dans quelques années, ça devienne invivable, comme on l'a vu sur la carte de l'Australie, où tout à coup la carte, quand on vous montre 40 degrés la nuit et tout en rouge, eh bien toute la carte de l'Australie est là. C'est-à-dire qu'on dépasse ce que les êtres humains peuvent faire. Dormir la nuit avec 40 degrés, on meurt véritablement. Il faut de la clim pour survivre à ça. C'est vrai, ça va provoquer des problèmes extraordinaires et c'est pour ça qu'il faut mettre ça sur la table également aussi. Qu'est-ce qu'on va faire quand tous ces gens qui sont dans des pays qui deviennent absolument invivables vont arriver chez nous et qu'on n'attende pas la dernière minute comme on vient de faire maintenant, à aller mettre des canons sur les frontières pour aller tirer sur eux. Non, l'exterminisme, c'est ça. L'exterminisme, il est en arrière-plan. Il est en arrière-plan de tout ce que nous faisons. Cette idée dans les élites, avec un Z, qu'il y a une partie de la population qui sont juste des emmerdeurs, qui sont juste des parasites, qui sont en trop. Et ça, il faut que nous le voyons venir parce qu'ils préparent des choses. Quand on parle de robots tueurs, ces robots tueurs, ils peuvent aller tuer des gens individuellement dont on déclarera qui sont des dangers. Vous avez peut-être vu cette vidéo formidable qui a été faite par les gens qui font un comité d'éthique sur les robots tueurs, qui montre cette histoire des gosses qui dans un lycée sont outragés par de la corruption, qui se réunissent entre eux parce qu'ils veulent faire quelque chose comme ça, et on leur envoie des drones qui vont aller les tuer individuellement dans la classe. Ils vont tuer individuellement ceux qui étaient dans ce comité contre la corruption. Et comme le dit le professeur qui parle à la fin, c'est possible, on peut déjà le faire aujourd'hui, et il y aura des gens qui seront tentés de le faire, de faire taire ceux qui sont contre le système tel qu'il est, et de ces populations qui vont juste faire des emmerdeurs. Si on ne résout pas cette question du salariat, et tous les gens qui étaient des salariés, ces gens-là vont apparaître comme des emmerdeurs qui nous coûtent de l'argent à ceux qui gagnent du capital, c'est-à-dire simplement ceux qui ont les machines qui travaillent pour eux. Il faut qu'on soit prévenus. Et il y a un très bon auteur américain, il s'appelle Peter Fraser, qui a insisté là-dessus. Et il a dit, ne dites pas que l'exterminisme sous forme industrielle, qu'on ne pourra pas le faire. On l'a déjà fait en Allemagne entre 40 et 45. On l'a déjà fait. On ne dit pas c'est impossible, on n'ira pas jusque-là. On l'a déjà fait et on sait comment il faut le faire. Alors, on a dépassé le temps, mais on avait plusieurs questions justement par rapport à ce que tu disais sur le pouvoir d'achat et la monnaie. Donc, on avait d'une part plusieurs personnes qui se demandaient si le revenu de base universel pouvait être un levier pour la construction pour voir venir les jours heureux. Je reprends texto la question. Et est-ce que permettre de payer ses impôts et taxes avec des monnaies complémentaires citoyennes locales
pourrait être une piste simple pour stimuler la solidarité locale et rendre l'autonomie des citoyens? On finira peut-être sur ces deux questions-là, si vous voulez bien. Tu y vas, Laure? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la monnaie locale complémentaire, quand elle est implémentée, elle nous permet effectivement de vivre un peu en circuit fermé, au sens où je dépense et je consomme très localement et je fais circuit comme ça à court et je m'assure en fait la carbonation de ma consommation. Est-ce que c'est une piste? Ça, je sais pas moi sur les grands volumes. C'est plutôt à Paul de répondre. C'est pas du tout mon domaine. Attends, j'ai oublié la première partie de la question. Les monnaies locales, c'était la seconde. Oui, la première, c'était le revenu universel, donc quand même sur un champ différent. Ouais. Alors, sur cette question-là, moi, j'ai fait partie à la fin des années 80 d'un mouvement en France qui s'appelait le MOS, mouvement anti-utilitariste dans les sciences sociales, qui était très très en faveur du revenu universel. C'est considéré que c'était une très bonne idée. Il y avait en particulier Van Parijs, qui est toujours là, qui était vraiment un promoteur de cette idée-là. Et puis, il s'est fait que par la suite, pour une raison accidentelle, mais j'ai travaillé dans le domaine de la finance, et je me suis aperçu de la chose suivante, c'est que chaque fois qu'on donne des chèques aux gens pour une raison quelconque, il y a, dans les banques où je travaillais, on réunit aussitôt un comité, comment on va pouvoir piquer cet argent aux gens. C'est-à-dire que donner des chèques aux gens, c'est pas une bonne idée. Alors, il y a le vieil argument du 19e siècle, si on donne de l'argent aux gens, ils vont aller boire leur paye, ils vont acheter des billets de loto, ils vont pas l'utiliser de manière intelligente, mais c'est pas ça le problème principal. Le problème principal, c'est qu'on a autour de nous un système financier, il va essayer de kidnapper ces sommes. Et il y a un vieux truc que nos aînés connaissent bien. Chaque fois qu'il y avait une augmentation des salaires, voilà, eh bien, les propriétaires augmentaient les loyers exactement dans la proportion où les salaires avaient augmenté. Moi, j'ai vu aux États-Unis en 2009, après la crise, juste après la crise, on va relancer l'immobilier, on va donner aux jeunes ménages qui veulent acheter une maison, on va leur donner $4 000. On leur a donné $4 000. Le lendemain matin, le prix de toutes les maisons avait augmenté de $4 000. Donc, je me suis convaincu, c'est pas en donnant un chèque aux gens qu'on va résoudre le problème, et surtout pas le revenu universel, parce que ça peut être une solution aussi simplement pour faire taire des gens. On va dire aussi, du coup, vous n'avez plus besoin d'assurance de chômage, vous n'avez plus besoin d'assurance maladie. C'est à vous de gérer ça de manière responsable. C'est-à-dire qu'on va dire aux perdants du système, c'est à vous d'être responsable des décisions déplorables de tous les autres. Alors, du coup, j'ai réfléchi. Qu'est-ce qu'on peut faire? Extension de la gratuité. Pourquoi? Tout le monde était content. Tout le monde était content à l'époque où l'éducation était gratuite. C'est plus le cas. Il faut le remettre en place. Là, il y a une époque où l'assurance maladie, invalidité, faisait que les médicaments, les traitements médicaux étaient quasiment gratuits. On est parti en marche arrière aussi de ça. Il faut commencer par ça. La gratuité ne peut pas être kidnappée par la finance. Quand quelque chose est gratuit, c'est gratuit. Aux États-Unis, il y a des food stamps, c'est-à-dire en fait des chèques qui permettent d'acheter de la nourriture dans les magasins. Ça ne permet pas d'acheter des bouteilles de whisky, mais ça permet d'acheter des nouilles, des fruits, des légumes, etc. Il n'y a pas de trafic. J'ai jamais entendu que quelqu'un avait été arrêté parce qu'il faisait un trafic de food stamps. Ça n'existe pas. La gratuité, elle a sa protection en elle-même. Qu'on étende ça à tout ce qui est de l'ordre d'indispensable. L'indispensable, c'est le logement minimum, c'est l'alimentation minimale, etc. En plus de l'éducation et de la santé. Alors, ça, c'est un bon système. Et c'est le système. Quand je dis, et là, je me fais toujours assassiner quand je dis qui est-ce qui a introduit cette idée-là pour la première fois, c'est dans un discours sur les subsistances de Robespierre, au moment où la France il y a la révolution. Il y a la guerre civile en France parce qu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec la révolution. La France est envahie par l'Espagne au sud, par l'Allemagne à l'est et par les Pays-Bas au nord. Il faut distinguer, dit Robespierre, deux choses dans l'économie. Il dit, et là, il répond aux gens qui avaient introduit dans la Déclaration universelle des droits du citoyen le fait que la propriété était sacro-sainte, un mot qu'on n'utilisait plus parce que tout le monde était anti-religieux, on avait fait de la propriété une chose sacro-sainte. Il dit non, il y a une chose bien plus sacrée que la propriété, c'est le fait que nous soyons en vie demain matin. C'est la première chose qui compte. Arrangeons-nous
pour tout ce qui est de la survie d'un jour au suivant, que ça, l'État s'organise. Et ça peut être simplement avec, comme je le disais tout à l'heure, avec une taxe sur ce que les machines produisent, qu'on permette d'avoir la gratuité pour l'indispensable. Et après, dit-il, pour le superflu, qu'on laisse les marchands s'occuper de ça et de vendre les choses aux gens qui sont disposés de le faire. Mais que l'État s'arrange pour que les gens puissent se lever demain matin sans avoir toute la nuit réfléchi au fait de savoir comment on pourra gagner sa vie le lendemain matin. Là, c'est une idée il me semble plus intéressante maintenant que le revenu universel. Et ça, je vous dis que c'est essentiellement à partir de mon expérience d'avoir travaillé accidentellement dans la finance pendant 18 ans. Laure, ta position sur ce revenu universel? C'est à peu près la même, c'est-à-dire qu'au départ, tu crois que c'est la vraie fausse bonne idée du moment. Voilà, c'est la vraie fausse bonne idée du moment. Parce qu'après, tu n'as plus de filet et en plus, on te rend effectivement responsable en tant que tel de tout ce que tu dois t'acquitter de toute façon. Donc oui, non, c'est une fausse bonne idée. Mais ce serait pas mal qu'on sorte de l'argent en fait, hein, que ce soit la monnaie locale, complémentaire ou pas, et que je sais pas, qu'on troque, qu'on échange des services. Encore une fois, c'est valable pour des petits systèmes sur une ville entre 100 personnes. C'est possible de fonctionner comme ça marche. Mais bon, voilà, encore une fois, je suis ici comme la petite fourmi d'expérimentation très locale et à très petite échelle. Et je me contente de ça, en fait. Je me contente de ça, c'est marrant. Avant, j'aurais adoré avoir des discussions extraordinairement gigantesques sur la grande échelle. Il me semble que faire là où on est, ça nous nourrit intellectuellement, ça nous nourrit économiquement, au sens où c'est pas de l'argent qu'on a, mais c'est des choses qui ne se comptabilisent pas. Et ça nous empouvoire au sens où j'ai moins l'impression d'être impuissante depuis que je fais petit que quand je pensais grand. Peut-être qu'on se résigne aussi un petit peu. L'aspect psychologique de cet empouvoirment, le temps qui nous est offert, de ralentir, de réfléchir et de savoir de quel bois on est fait finalement et qu'est-ce qui compte le plus pour nous. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qu'on a rarement le temps de faire dans nos vies de poulet sans tête. Enfin, peut-être, là où j'ai l'impression en fait, tout dégonfle. L'envie de trouver des solutions dégonfle. Le besoin de solutions dégonfle. Je vis ma vie chaque jour en me disant que ce que je fais me prépare des zones un peu plus cotonneuses par rapport à ce qui arrive. Et je suis pas la seule. Et j'ai pas besoin de connaître 10 000 personnes sur Facebook. Je préfère en connaître 100 dans mon maillage local à peu près à aller à une journée de cheval de distance les uns des autres que vivre dans ce monde totalement échevelé qui cherche des solutions. Voilà. Mais je pense qu'on est très peu nombreux. Et comme le dit Paul, on est très nombreux et la question du nombre est fondamentale dans l'affaire parce que là en plus on parle de zones particulièrement riches qui n'ont que beaucoup de choses à perdre, mais il y a ceux qui n'ont rien à perdre qui vont effectivement se battre. Et je ne sais pas si l'entraide et la question de l'altruisme est totalement innée dès lors qu'on est dans une zone de souffrance et de manque total, quoi. Eh ben, si vous êtes d'accord, je vais rebondir là-dessus. Je voudrais enchaîner quand même une chose là, sur cette idée en fait, de se débarrasser entièrement de l'argent. Parce que dans les années 30, là, au moment de la dépression, quand Keynes se pose la question de comment faire tenir des pays ensemble en minimisant le ressentiment de la population, et le moins possible de gens qui soient malheureux dans une population. Ce qu'il met en avant, et ça, c'est la solution qu'il propose, il dit la chose suivante: il n'y a pas de solution économique à ça. On peut peut-être me prouver qu'il faudrait qu'il y ait 30% des gens qui soient chômeurs, mais c'est pas ça la solution, parce que justement le ressentiment serait extraordinaire. Les solutions aux problèmes politiques aux problèmes économiques sont des solutions politiques. Et il nous dit qu'est-ce qu'il faut faire? Le plein emploi à cette époque.
Et là, quand je dis tout à l'heure que l'emploi disparaît, ça va être de plus en plus difficile, le plein emploi. Mais il y a une chose, quand on pose, Keynes se posait la question de la manière suivante. Qu'est-ce qui ferait que demain matin, quand les gens se réveillent, se disent il y a un gros problème, il y a un gros fardeau qui a disparu, qui n'est pas là, je ne vais pas devoir passer toute ma journée à réfléchir à ça. Et il dit le plein emploi. Eh bien, moi, je dis un monde sans argent. Si on se réveille demain matin et qu'on est dans un monde sans argent, toute la majorité de la population, en fait, pour qui le problème de trouver de l'argent demain, après-demain, etc., c'est le problème principal, il aurait disparu. Donc, quand je parle, moi, de gratuité, c'est dans la perspective beaucoup plus globale d'arriver finalement dans un monde sans argent. C'est pas que l'argent soit dangereux en lui-même, mais c'est parce que les rapports de force font que l'argent est un moyen d'opprimer les autres. C'est tout. Dans un monde sans argent, de la même manière que je disais la gratuité, on ne peut pas la kidnapper. Dans un monde sans argent, on ne peut pas kidnapper le pouvoir facilement. Et dans un monde sans peur aussi, on peut pas kidnapper les gens, c'est-à-dire que il va falloir très très vite que les gens évacuent des peurs qui sont pas que liées à l'argent, qui sont aussi liées à cette espèce de brume de l'avenir, ces inconnus multipliés dans à peu près tous les domaines, dont on sait que c'est soit une falaise, soit un gouffre, soit une sorte de zone totalement désertique pour nos sociétés humaines. Il est important aussi de profiter de cette crise pour essayer de regarder en soi comment rester écolo sans finir dépressif, c'est-à-dire à travailler vraiment ces ressorts internes pour évacuer la peur, l'impuissance, la colère, s'en servir comme des moteurs certes, mais pas comme des choses qui nous submergent. Et ça va faire partie du vrai gros travail sur les questions justement d'entraide, de tolérance, et de créativité, parce qu'il va nous falloir beaucoup de créativité en fait pour demain. Et ça, on n'en parle pas trop. C'est un truc qui coûte pas cher, la créativité, et ça se nourrit avec des bouquins, avec des articles, avec des rencontres, avec de la musique, avec beaucoup de choses qui sont absolument non monétisables. Et vous voyez, les contraintes, elles nous ont poussés à être créatifs et à proposer ce moment d'échange entre nous. Ouais, enfin bon, il est carboné notre moment d'échange parce que les serveurs qui refroidissent tout le bordel, excuse-moi, ils sont bon. Non, mais je veux bien que on ait l'impression que c'est décarboné, mais c'était un beau moment d'échange, c'est vrai. Mais entre nous. Bon, on a dépassé un petit peu. Merci beaucoup à toutes et à tous qui nous ont suivis. C'était une première, donc avec les petits soucis techniques. Désolé de l'absence de Loïc et Tristan. C'est à refaire avec eux, quoi. Ouais, voilà, on va le refaire avec eux. De toute façon, on fait ces sessions live tous les mercredis et tous les vendredis jusqu'à la fin du confinement. Donc, on vous invite bien sûr à revenir, à partager cette information. Prochaine session, donc vendredi à 16h avec Amandine Le Breton de la Fondation Nicolas Hulot, Pablo Servigne et Serge Papin, ancien PDG de Système U. Et on va parler, ce dont on a pas mal parlé aujourd'hui, résilience alimentaire. Comment on peut éventuellement essayer de nourrir une population au niveau local, puisque c'est un besoin primaire et que quelques jours sans manger auraient des conséquences assez dramatiques sur le comportement des gens. Merci beaucoup à tous. Est-ce que vous voulez ajouter un dernier mot? Paul, Laure, merci beaucoup d'avoir été présents. Survivons et vivons aussi. Mais pour vivre, il vaut mieux survivre d'abord. Il faut d'abord survivre, ouais, c'est la première étape. Ouais. Et après, nous vivrons. Et cette image qui me vient souvent, le paradis terrestre, nous avons les moyens économiques de le réaliser sur Terre. C'est simplement, nous n'avons pas les moyens politiques, mais nous pouvons le réaliser. Que tout le monde meure satisfait de la vie qu'il a vécue, on peut le faire. Alors donc, je rajouterais survivons au jour le jour. Oui. Carpe diem. Carpe diem. C'est une belle conclusion. Merci beaucoup à tous. Portez-vous bien. Bonne Merci à vous. Merci à vous. Merci à tous ceux qui étaient là. Avec plaisir. Bonne soirée. Au revoir. Merci, au revoir.